Et avec nous Isabelle Facon, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Votre champ d'activité, les politiques de sécurité et de défense russes et la politique étrangère de Moscou. Alors première question qu'on se pose maintenant, la Crimée peut-elle faire le choix de la Russie, faire sécession? En tout cas, c'est vrai que c'est le point sans doute le plus sensible dans cette crise ukrainienne actuelle. Vous savez qu'en Crimée, on a 60% de Russes de souche, que la Crimée a été donnée par Khrouchtchev à la République ukrainienne de l'Union soviétique en 1954. Et c'est vrai que certaines mesures prises par les autorités par intérim ukrainiennes suite à ce qui s'est passé la semaine dernière ont attisé les passions dans cette région autonome de l'Ukraine, et notamment l'abrogation de la loi sur le statut des langues minoritaires qui, entre autres choses, porte sur la question du russe. Alors justement, il est question de faire un référendum fin mai pour plus d'autonomie. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer justement? Est-ce que la Crimée est en train de faire sécession? Alors, je pense qu'il ne faut pas aller forcément jusque-là, mais en tout cas, c'est une manifestation de rejet de ce qui se passe en ce moment à Kiev, précisément parce que, vu de Crimée, certaines mesures ont été prises qui ne vont pas dans le sens des intérêts des habitants de la Crimée. Il y a ce que j'ai évoqué sur les langues, mais il y a aussi le cours résolument pro-européen qui est proclamé par les autorités ukrainiennes actuelles et qui va dans le sens des préoccupations de la Crimée, qui est plutôt tournée économiquement, psychologiquement, émotionnellement vers la Russie. Mais alors du coup, est-ce que ça ne serait pas logique que la Crimée se tourne définitivement vers la Russie? Alors ça pourrait être considéré comme logique, mais c'est vrai que du point de vue de la stabilité générale de la région, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et on a déjà en perspective certains séparatismes dans l'ex-Union soviétique, comme ce qui s'est passé en Géorgie, et on se souvient que ça n'a pas été associé à uniquement de très bons souvenirs, et avec le point culminant de la guerre de Géorgie de 2008. Alors la question ce sera quel est le rôle en fait de la Russie derrière tout ça, et là on ne sait pas. La Russie qui a engagé des manœuvres militaires, oui. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer intervenir sur le terrain? Alors déjà sur ces manœuvres militaires, qui ont mobilisé, ce sont des inspections surprises qui ont mobilisé deux commandements militaires de la Russie, le commandement ouest et le commandement centre. Or, théoriquement, la flotte de la mer Noire, donc qui est basée à Sébastopol, en Crimée, relève du commandement militaire sud. Alors je ne sais pas si c'est de nature à nous rassurer. C'est vrai aussi que ces commandements ouest et centre sont proches de la frontière ukrainienne. Bon, je pense qu'il y a évidemment un petit peu de démonstration de la part de la Russie dans cette affaire. On se souvient que dans le cadre du dossier syrien, on a vu une Russie beaucoup plus présente militairement dans la Méditerranée. C'est pas pour ça qu'elle a utilisé la force pour régler le problème syrien, ou qu'elle a fait plus que montrer ses muscles. Donc il y a certainement un petit peu de démonstration pour rappeler que la Russie est là. Voilà, ça peut concerner bien sûr l'Ukraine, c'est dans le contexte. Peut-être que ces inspections étaient prévues, parce que la Russie en a fait beaucoup ces dernières années, des inspections surprises, mais peut-être que le calendrier est très opportuniste. Alors l'Ukraine, ancienne République soviétique, coincée entre la Grande Russie et la vieille Europe, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi fait-elle l'objet de tant d'enjeux? Alors parce que du point de vue de la sécurité européenne, c'est d'abord un très grand pays, c'est 46 millions d'habitants. C'est un pays effectivement pris en sandwich entre deux entités très différentes, une union d'États avec des institutions supranationales, l'Union européenne, la Russie. C'est un petit peu la clé aussi de la présence russe en Europe, et on sait que pour la Russie, cette question reste très douloureuse. Elle a le sentiment qu'en Europe, qui aujourd'hui est plutôt structurée par l'Union européenne et l'OTAN, dont elle ne fait pas partie, si l'Ukraine demain bascule dans l'univers euro-atlantique, ça veut dire que le mur entre la Russie et l'Europe s'épaissit encore plus. Alors je ne dis pas que la Russie fait tout ce qu'il faut pour être pleinement intégrée dans l'espace européen, mais c'est vrai que ça lui pose entre autres cette question. Juste un mot très rapide, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de l'Union soviétique? Alors cette fin de l'Union soviétique, oui, la fin des fins, ça signifie une chose, c'est que désormais, dans l'espace ex-soviétique, il y a une sorte de pluralisme géopolitique. Progressivement, la Russie a perdu de sa présence prédominante et d'autres acteurs sont intervenus. Je pense que c'est des scories aussi qui viennent de l'héritage soviétique, mais on ne peut pas parler de rupture des liens entre la Russie et ses États. Il faut quand même prendre en considération que la Russie a des intérêts dans cette région. Tout dépend de la façon dont elle